nous avons un quart d'heure pour vous présenter une étude qui a été réalisée pendant environ 4 mois. Donc c'est un défi un tout petit peu compliqué, mais par chance, vous avez l'intégrale de l'étude dans les dossiers qui vous ont été remis au début de notre journée. Ça vous permettra évidemment de vous y reporter. Avec Ludo, on va évidemment juste aborder la synthèse et les têtes de chapitre structurantes dans lesquelles ensuite nous pourrons puiser tout au long de notre journée pour nourrir nos discussions. Alors d'abord, en un mot Ludo, pourquoi avons-nous décidé de lancer cette étude? Quels étaient ses objectifs? Les objectifs, c'était de faire des rayons X des États de la France. Et là où on est un peu différent, c'est de sortir du cadre purement macroéconomique classique et de vraiment voir les autres dimensions, c'est-à-dire les deux dimensions qui finalement déterminent la performance, donc aller plus des symptômes que sont les données macroéconomiques et d'aller plus vers les vrais problèmes ou les vrais atouts, c'est-à-dire l'émotionnel et bien sûr la compétence. C'est de faire des rayons X à 360 degrés. Alors, on a les 360 degrés qui s'affichent ici. Revenons très rapidement sur les trois axes qui sont aussi les 3 sources, dont 2 sources sont exclusives à cette enquête et exclusives à l'INSEAD. Alors, premier axe, c'est macroéconomique. La macroéconomie. Donc, c'est l'action, c'est le résultat de toutes les autres choses. Donc, on s'engage, on agit, on a le résultat. Donc, c'est l'action, c'est ce qu'on appelle, nous, le quotient physique. C'est que fait le pays, comme que font les managers, que font les gens. Alors là, vous vous appuyez sur des données économiques connues, mais que vous remettez en perspective et vous allez aller chercher un certain nombre d'enseignements. Deuxième axe. Deuxième axe, c'est le côté émotionnel. Et ça, je crois que c'est un peu le message pédagogique c'est un des messages pédagogiques de l'étude, c'est-à-dire on se met en mouvement et émotion à partir d'un état émotionnel. Et là, c'est de contraster un peu une émotion, disons, créatrice et porteuse de mouvement, ce que je dirais une frustration créatrice ou créative, c'est-à-dire la dissatisfaction est une émotion très positive. Contrairement à ce qu'on voit trop en France, si vous voulez, c'est une sous-performance satisfaisante. C'est-à-dire on pourrait mieux faire, mais au fond, c'est bon comme ça. Alors, ce deuxième axe a été construit à partir d'une enquête exclusive auprès de nos étudiants MBA et nos anciens. Donc on a fait une enquête d'opinion. Ça, c'est grâce à l'Internet, tout ça, et Google et tout ça est très facile, et Cisco et tous nos partenaires. Bon, je ne peux pas faire de pub, je termine. Mais on peut très facilement accéder. Ça nous semblait intéressant parce que, comme l'a dit Frank Brown, nos étudiants ont été autant français qui rejoignent les entreprises françaises qu'étrangers. C'est-à-dire que l'INSEAD a été un grand pourvoyeur de leaders étrangers travaillant pour la France. Donc, leaders de demain. Et ensuite, on a fait l'opinion jusqu'aux INSEAD qui ont quitté il y a 20 ans, leaders d'aujourd'hui. Bon, alors, ce n'est pas un sondage, c'est une enquête, mais une enquête auprès de 700 MBA actuels ou anciens, donc elle est quand même assez représentative, même tout à fait représentative. Troisième axe, donc... C'est la compétence, l'intelligence. Donc là, on est vraiment dans le domaine français. C'est quel est mon intelligence? Qu'est-ce que j'offre sur le marché de travail? Pourquoi est-ce que nos 5 partenaires étrangers sont intéressés dans la France? Alors là, à partir là aussi d'un travail exclusif de l'INSEAD qui n'a pas été constitué exclusivement pour les États de la France, mais dont vous nous révélez la primeur pour les États de la France. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que c'est un ensemble de données, donc quelques données, disons, classiques, mais pas tellement connues, comme l'UNESCO, l'OCDE, la Banque mondiale en termes d'éducation et formation, et également avec le Forum économique mondial, le World Economic Forum, sur les opinions des leaders, donc tous les leaders d'entreprise qui font des commentaires sur la France au niveau de l'attrait intellectuel, compétence de la France. Alors, avec ces 3 approches, on a des chances d'être à peu près aussi performants que les appareils de radiologie de Clara Guémard et de General Electric, mais on va même peut-être essayer d'être encore plus performants. Alors maintenant, les résultats. On prend les axes les uns après les autres. On va peut-être aller assez vite sur l'axe physique des données économiques, parce que ça, elles sont relativement connues. On va aller mettre le coup de projecteur sur 3-4 points, et puis ensuite, on prendra un tout petit peu plus de temps pour les 2 axes les plus originaux, les plus nouveaux, qui sont les émotions et l'intelligence. Alors, l'axe physique et l'axe des performances économiques, d'abord. Donc, il y aura un panel, on va élaborer. Peut-être, comme le dit Gilles,
regardez pas trop le tableau en détail, vous l'avez dans les études, c'est simplement comme support. Comme je vais dire ce qui est un peu différent. Le premier, ce qu'ils disent pas assez, c'est que la France est un très grand pays. Ce n'est pas un grand pays, c'est un très grand pays au niveau économique. Il n'y a pas de photo. Ce qui est aussi pas assez dit, c'est que la zone euro, donc pas toute l'Union européenne, mais la zone euro, est quand même très importante, assez proche en chiffres du leader mondial qui sont les États-Unis. Et quand même, la zone euro est 2 fois plus grande économiquement que la Chine. Donc il ne faut pas parler des milliards de Chinois uniquement, il faut aussi parler de la productivité. Et donc la zone euro est 2 fois plus grande que la Chine. Bien sûr, la Chine est un enfant qui grandit très vite. Et finalement, même vis-à-vis de la France, aujourd'hui, la Chine est à peu près dépasse en termes de macroéconomique. La Chine dépasse la France de 30%. Donc la France est économiquement de l'ordre de la Chine. D'accord, donc ça c'est le premier élément. Deuxième, des éléments plus dynamiques avec la croissance et la performance. Alors, ce qui compte bien sûr, le chiffre clé, c'est la croissance du PNB par habitant, c'est-à-dire l'augmentation de création de richesse. Là, c'est des chiffres assez classiques. À nouveau, je vais dire peut-être ce qui n'est pas assez dit, c'est qu'il n'y a pas de vieille Europe et du nouveau monde. C'est-à-dire les grands leaders macroéconomiques sont quand même aussi européens. Je parle des Pays-Bas, je parle du Royaume-Uni qui sur 20 ans a été absolument remarquable. Pour une économie mature, il est difficile d'avoir une croissance au-delà de 2% par an. Donc si vous êtes mature, la Chine grandit parce qu'elle est en développement, mais une fois que vous êtes développé, tout ce qui dépasse 2% est vraiment presque au niveau du record mondial. Donc les Pays-Bas ont été absolument remarquables et le Royaume-Uni exactement remarquable aussi. Autre point qui vaut la peine d'être souligné, c'est des progrès qui se mesurent en dixièmes de pourcent. Donc le Royaume-Uni, sur 20 ans, les 20 dernières années, a grandi en moyenne de 2%, ce qui fait une différence sur 20 ans de 171 milliards. Donc la différence de croissance de 0,4%, puisqu'il y a ces deux vis-à-vis de 1,6% pour la France, de l'ordre de 200 milliards par an. Donc ça fait 2000 milliards sur 10 ans. Donc c'est énorme. On mesure que la France n'est pas très loin de la moyenne européenne sur longue période et bien meilleure que l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on oppose les deux pays sur la rigueur de leur gestion, mais en termes de performance de croissance, l'avantage est à la France. Alors on savait que l'Italie était la Bérésina, le Japon ne va pas bien, mais l'Allemagne ne va pas si bien que ça. Ça, je crois qu'il faut le dire. Et la France va mieux. À nouveau, satisfaction d'être moyen, mais bon, on n'est pas leader en étant satisfait d'être moyen. Et puis deux, le positif, je crois que ça c'est plus connu et ça a été dit, c'est que si on voit les chiffres en rouge, la performance sur les 10 dernières années, la croissance a été de 1,2 dans une zone de grande turbulence. Sur les 10 dernières années, c'est 1,2. Donc les 2 dernières années, c'est moins bon puisqu'il y a eu des croissances négatives. Mais sur les 10 dernières années, c'est 1,2, ce qui est quand même tout à fait remarquable. Alors là, la question à débattre, c'est est-ce qu'il y a rigidité ou est-ce qu'il y a politique volontariste? Je crois qu'il y a un peu des deux. Ça, on en parlera tout à l'heure. Productivité, élément évidemment sur lequel la France affiche une spécificité. Je crois que ça, c'est dit, mais ça vaut la peine d'être dit. Quand les Français au travail, ils sont remarquables, ils ne travaillent pas assez. Et il n'y en a pas assez qui travaillent. Mais je crois que ça a été dit, il faut le répéter, et puis il faut les mettre surtout au travail. Non, mais voilà, ça, dans l'optique des mutations à engager sur les 10 prochaines années, là, on touche sans doute un sujet qui reviendra dans les débats tout à l'heure. Quatrième aspect, les investissements étrangers, ça nous est cher ici, hein, où nous accueillons et nous sommes soutenus par des entreprises étrangères qui ont choisi la France. Alors INSEAD est un lieu de frontière, de passage, et les investissements étrangers sont aussi un lieu de passage. Donc les investissements étrangers en France sont vraiment une opinion vraiment physique de la qualité de la France. Donc quand les étrangers investissent en France, c'est vraiment remarquable. Et là, je crois qu'il faut d'abord dire, c'est que sur 15 ans, il y a eu un changement de régime absolu. C'est-à-dire, il y a 15 ans, la France était une des médailles d'or, disons, d'argent dans la Chine, attirant l'investissement étranger de partout. 15 ans plus tard, il y a bien sûr toujours de l'investissement, et la France attire beaucoup d'investissements parce qu'elle était finalement une terre, malgré tout le bruit, une terre très ouverte et intéressante. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un
ralentissement de l'investissement étranger, c'est-à-dire qu'avec la globalisation, la croissance ou la maintenance de l'investissement étranger ne s'est pas maintenue, ce qui fait des soldes de déficit d'investissement de l'ordre du grand emprunt par an. Donc on parle d'un grand emprunt une fois sur 10 ans, mais là c'est un grand emprunt qui s'en va presque chaque année sur les dernières années, y compris dans la crise. Donc la crise, pour moi, révèle les faiblesses. Alors, je pense que nous porterons au débat la question de savoir si c'est forcément mauvais un pays qui investit à l'étranger. Mais oui. ça, et si je peux peut-être un petit bémol, mais tu peux me couper quand tu veux. c'est ce que je fais. Oui, c'est ce que tu feras ou tu fais. Vas-y. Donc, on n'est pas du tout en train de dire que les Français ont tort d'investir à l'étranger. Ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est la France doit investir dans une économie globale. Il faut accompagner les clients. Il faut aller de l'étranger. Donc, il ne faut surtout pas forcer les entreprises françaises à rester en France. Mais le déficit, c'est le manque d'investissement et le manque d'attraction. Et là, ce sera intéressant de voir avec nos présidents, qu'est-ce que la France pourrait faire aujourd'hui, en 2010, pour doubler les investissements en 2020. Je crois que c'est l'objet de notre journée. Dernier coup de projecteur, un sujet assez douloureux pour l'économie française, l'emploi des jeunes. Alors autant Franck m'a fait presque pleurer d'émotion il aime la France et j'adore l'entendre comme ça. Là, je pleure parce que on parle de chômage, donc là, ça va, c'est des chiffres connus. Ici, c'est la vitesse d'insertion des jeunes dans l'économie. Et il y a des pays avec des mesures politiques, comme ça a été dit. Par exemple, le Danemark soutient ses étudiants avec des bourses, mais en contrepartie, les étudiants doivent s'insérer dans la vie économique et doivent trouver un emploi. Ce qui fait que le Danemark a médaille de bronze, 61% des jeunes entre 15 et 24 sont dans le travail. On ne va pas conclure de suite, bien sûr, et ce serait faux, de dire que les Danois sont des paysans, ne vont pas à l'université, et les Français sont des intellectuels qui, bien sûr, ne peuvent pas aller travailler. C'est tout à fait faux. Les Danois sont des grands intellectuels également, mais s'insèrent beaucoup plus vite dans la vie économique. Par contre, et là on pleure, la France est au niveau de la Grèce et de l'Italie. Ça, ce n'est pas un bon message. Alors, conclusion de ce premier axe économique en quelques mots. Ben, je dirais qu'il faut un changement assez radical, un changement en chiffres, et ce changement doit se faire maintenant et va se montrer faiblement, mais doit se révéler d'ici 5 à 10 ans. Donc il faut une politique comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni. Blair était l'enfant de Thatcher, il y a eu Major, tout ça c'était la même politique, gauche et droite, dans la même direction sur 10 ans. Alors, tu parlais tout à l'heure de frustration constructive. Est-ce que cette frustration existe? Et donc maintenant, on va parler des émotions. Gilles, tu es parfait. Oui. Donc, ça, c'est une grande émotion. Tu es un maître, un orfèvre même. Donc, parlons des émotions. Ça, je crois que c'est le sujet qui est intéressant. Les Français, bien sûr, je ne dois pas vous le dire, je suis belge et j'en souffre parfois, sont très émotionnels. Mais aussi, je jouis du plaisir. Donc, les émotions sont positives. Je crois que on parle trop en émotions réactives, on n'aime pas, au lieu qu'il faudrait parler d'émotions positives, qui sont des frustrations, des volontés et de faire mieux. Et donc, la première chose qu'il faut dire en partant des étrangers, ce qui a été remarquable, c'est le degré d'appréciation de nos étudiants étrangers par rapport à la France. Donc, ils savent ce dont ils parlent parce qu'ils ont passé un certain moment en France. Ils ne connaissaient pas la France, beaucoup d'entre eux, avant. Ils passent un peu de temps à l'INSEAD, qui est un peu terrain frontière, mais qui est quand même solidement dans la province du Sud Seine-et-Marne, un désert économique entre parenthèses, et ils aiment la France. Donc là, il n'y a pas photo. Le problème, c'est pas que même après tout ce qu'on dit, même avec ce sacrilège qui sont les freedom fries et tout ça, ou French fries, l'étranger de l'Asie à l'Amérique aime la France. Et non seulement aime la France, mais aimerait y vivre. Mais le problème, c'est que tout le débat du modèle français, de la distinction française dans l'économie, le vote est longuement négatif. C'est-à-dire que même les Français, à l'INSEAD, ne croient plus dans le modèle français. Et là, on peut parler des pourcentages des minorités, mais comme on peut être élu en France avec 51% des voix, très majoritairement, même les Français ne croient plus dans le modèle français. Modèle que vous aviez caractérisé par un double aspect, hein, forte ambition de solidarité sociale, je ne pense pas
je prends pas parti sur le résultat, mais en tout cas, ambition de Tout à fait. solidarité sociale et gouvernement fort. Et gouvernement fort. Donc le plébiscite, c'est le message de l'étranger, c'est le marché est l'instrument social aujourd'hui. Le marché est la manière de changer la société, le marché est la manière de faire évoluer les gens. Et donc, sous ceci, il y a moins de gouvernement, moins de contrôle, plus de solidarité économique, mais aussi plus d'opportunités, plus de liberté économique. Alors, scepticisme renforcé ou alimentant un sentiment mitigé de confiance et d'enthousiasme. Ça, c'est le deuxième aspect. Oui, alors ce qui était surprenant pour nous, c'est le degré de manque de confiance et d'enthousiasme assez généralisé, même par les Français, sur la France. Donc il y a une morosité, il y a un besoin de changement, il y a un besoin de montrer une vision future que les jeunes ne trouvent pas. Donc ça, c'est le premier message. Le second message, c'est en contrepartie un souci, même une anxiété très grande, qui en France est très reliée au sentiment européen. Alors à l'étranger, ça c'est l'autre message du sondage, c'est que les étrangers voient d'abord l'Europe et voient la France par l'Europe. Et là, effectivement, sont, je dirais, très soucieux de l'Europe, mais pas anxieux. Tandis que l'Europe, si elle résout ses problèmes, c'est OK. Tandis que le degré d'anxiété, par exemple, des Français est à ce niveau-là, sur la France, plus élevé. Voilà. Alors, en même temps, c'est le dernier coup de projecteur dans le chapitre émotion. Français qui ne cèdent pas à l'autodénigrement. On pense souvent qu'on passe son temps à s'autodénigrer. Ce n'est pas tout à fait exact. On est plutôt plus indulgent avec nous-mêmes que le monde avec nous. Oui, et ça, je dirais que c'est pas, moi, étant belge, je dirais que c'est pas tellement un cocorico français, c'est-à-dire que les Américains sont très contents d'eux-mêmes aussi, donc tout pays est relativement content d'eux-mêmes, sinon on est déprimé. Donc l'idée que l'autosatisfaction d'un pays, c'est en fond le reste de l'État-nation, c'est un bon sentiment. Donc là, il n'y a pas défaut. Alors ensuite, on conclut cette séquence sur les émotions avec des éléments plus qualitatifs, convergence, divergence, vue du monde ou vue de la France. Oui, je dirais peut-être la dernière chose que je dirais, c'est qu'il y a quand même en 2020 l'idée que la France devient un pays moyen, et ça c'est dangereux. Et tout ça c'est la conséquence de la performance économique. Pour répondre à la question de Gilles, convergence en général, et ceci c'est bien sûr des opinions, c'est des perceptions, que la France va se tirer par ses grandes entreprises françaises et multinationales, donc ce n'est pas du tout uniquement les entreprises françaises, c'est les multinationales localement, par l'Europe, et par sa place en Europe, place centrale. La culture est vue par tout le monde comme un facteur positif et non négatif, et les compétences des Français sont reconnues. Très largement partagées, un non-satisfaction sur l'administration et la classe politique. Et alors des choses qui ne perçoivent pas dans l'opinion, c'est les PME, les entrepreneurs, les élites, etc. C'est ni un facteur ni de positif ni négatif. Divergence entre le reste du monde et la France. Les Français dans la MBA ou les anciens Français très fiers des infrastructures, un atout compétitif. Par contre, très intéressant, les étrangers apprécient beaucoup plus les universités, les centres de recherche français que les Français eux-mêmes qui sont très critiques. Je ne commente pas, je laisserai commenter. Et alors, l'autre chose, c'est que l'Asie est assez indifférente sur la culture française. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un handicap. Et très amusant, les Américains trouvent que la jeunesse française est un problème, sans doute un peu trop rebelle et trop dangereuse. Et la démographie est inquiétante. Il ne faudrait pas qu'il y ait trop de Français pour les Américains. Bon. Alors, dernier axe, ce que vous avez appelé l'axe de l'intelligence, des compétences. Alors, un petit mot sur l'outil, le fameux ILAB INSEAD. Alors l'outil ILAB a été construit à partir d'un observatoire avec des grandes entreprises multinationales sur l'évolution des technologies d'information et de communication et surtout l'impact sur la société. Et donc ici, voilà, on a un observatoire qui a été commencé qu'en 2007, mais ayant commencé en 2007, on a un aperçu déjà sur le progrès ou le non-progrès qui a été fait. Ce qui est original de ILAB, j'ai déjà cité les données, donc je ne vais pas me répéter là, voilà. C'est de dire que pour être performant, il faut être performant à 3 niveaux, et même si la mesure est additive, je dirais il faut être performant dans les 3 niveaux, parce que sinon on ne peut pas être compétitif. Le premier tiers, les maths, les sciences, et également la facilité avec les techniques modernes de communication.
Donc ça, je dirais, c'est les compétences sociales, la capacité de s'insérer dans l'économie. Tiers 2, c'est les capacités classiques de fonctionnement, c'est-à-dire sciences, ingénieurs, connaissances de bilan, de finances, etc., de marché, de marketing. Et puis le nouveau tiers, c'est les nouvelles connaissances pour être performant dans l'économie mondiale. Gestion de projet, gestion du risque, gestion multiculturelle, toutes ces choses-là, gestion de réseau, et puis aussi gestion de la demande, nouvelles compétences qui sont très importantes. Donc il faut les trois, et donc c'est un bilan vraiment non seulement, c'est à 360 degrés sur les compétences. Alors, comment s'en sort la France là-dessus? Alors la France s'en sort bien. Bien si on veut dire ce qui s'est passé sur les dernières années, c'est-à-dire que vis-à-vis de ses voisins européens, elle a moins reculé que l'Angleterre, l'Allemagne et les autres grands pays. Donc ça, on voit le résultat de suite à la télé en Grande-Bretagne, c'est-à-dire qu'on commence à couper les budgets juste quand la crise est là. Donc ça, émotionnellement, ça va faire exploser les gens et c'est ce qu'on voit. C'est une politique très dangereuse et à la limite, les Allemands ont été dans ces directions-là. Donc, si la France maintient ses investissements dans les compétences, elle va plutôt mieux s'en tirer dans les années à venir. Et en fait, le fait qu'elle n'a pas coupé dans ses budgets d'éducation est plutôt ou très apprécié par l'étranger. Donc là, la France s'en tire bien. Disons, ce qui est mauvais, c'est marqué en ce qui est mauvais, non satisfaisant. C'est arriver numéro 12 aux Jeux Olympiques, c'est parfait pour un Belge, mais ce n'est pas top pour un Français. Donc là, je ne dis pas que c'est l'Afrique du Sud, mais c'est quand même pas bon. Et il y a un léger accroissement, mais qui en fait est dû surtout parce qu'il y a eu recul des autres. Donc c'est les autres qui ont ralenti, ce qui fait que la France a avancé tout en reculant de manière absolue. Donc c'est assez complexe comme score, mais voilà la position de la France. Elle n'est pas leader. Et pour expliquer le graphe qui est plus visible dans le rapport, la dimension verticale, ça c'est le score absolu. La dimension horizontale, c'est le progrès. Donc si vous allez à droite, vous voyez que le leader, c'est Chypre. Très intéressant, le Chypre de dynamique parfaite. Très négatif, la Corée. Donc la Corée a changé sa politique d'éducation et va avoir des problèmes au niveau du scoring ILAB, qui a quand même une corrélation de 67% avec le PNB par habitant. Donc si vous reculez dans le score ici, vous allez souffrir au niveau du PNB. Bien. On a balayé les trois axes, vous aurez tout le loisir de regarder plus en détail. Oui. Dernière chose, c'est marqué, mais il faut le souligner. Il n'y a pas cette idée de vieux continent, nouveau continent. Les leaders mondiaux sont les pays scandinaves. Bon. Ça, c'est l'exemple. La Suisse, c'est les grands exemples. Très intéressant, plutôt pays protestants. C'est assez intéressant. Et donc, pays relativement petits, mais économie très ouverte. Et donc, c'est l'ouverture de l'économie qui met beaucoup de pression sur ces Scandinaves et bien sûr sur les Suisses. Et c'est cette capacité de réaction, parce qu'on est sous pression économique, qui fait qu'en fait, on performe bien. Bon, alors, la politique n'était pas terrain d'études, hein, mais peut-être aussi que dans la différence entre les pays nordiques et les pays du Sud, il y a peut-être aussi à introduire une dimension, mais ça n'est pas notre sujet. Alors, on a balayé les trois axes. Il n'est évidemment pas question de conclure, puisque d'une certaine manière, on va poursuivre la discussion autour de cette étude, et puis autour évidemment des interventions de nos experts tout au long de cette journée. Une tentative de synthèse. Quelle photographie révèle cette étude, selon vous, sur la situation de la France, en absolu et en dynamique? Je crois qu'en absolu, je crois que la position est une position de moyenne, plutôt à tendance négative, mais le verre est à moitié plein, le verre est à moitié vide. Donc je dirais que la France a tout pour réussir si elle s'organise de manière collective. Je crois que c'est ça le défaut. Il faut arrêter de s'opposer et d'aller dans le défaut. Il faut avoir une direction
clair. Et là, je dirais que les commentaires ici ne sont pas du tout des commentaires du dernier gouvernement. Je dirais que si le bilan est négatif, pour moi, c'est plutôt la présidence antérieure et les 2 présidences antérieures. Donc je dirais que plutôt le côté positif, c'est qu'il y a eu redressement, il y a eu mise en question, il y a eu décision de réforme. Mais je dirais que mon commentaire personnel, ce qui sort de l'étude, c'est plus vite, plus fort, plus haut.